14h30 sur LCI, de retour sur le plateau de LCI Midi. Il est mort il y a 70 ans, jour pour jour, le 5 mars 1953. La Russie commémore aujourd'hui la disparition de Staline, l'ancien chef de gouvernement de l'Union soviétique. Un dictateur étrangement revenu en grâce ces dernières années et dont Poutine se sert habilement. Mais évidemment, au sein de la population russe, les avis restent partagés, même 70 ans après. Les gens considèrent Staline de différentes manières. Les personnes âgées, pour la plupart, le considèrent avec bienveillance. C'est comme si elles avaient oublié la répression. Les jeunes ne le connaissent pas très bien et la génération intermédiaire est divisée entre les deux. Mon arrière-grand-mère n'a pas échappé à la répression en 1945. Elle a été emprisonnée jusqu'à la mort de Staline. Je considère Staline comme un grand homme parce qu'il a dirigé un pays si vaste, il a gagné la guerre, le pays a été laissé en ruine, il y avait beaucoup de chagrin, peu d'hommes, peu de main-d'œuvre. Il a dû d'une manière ou d'une autre relever ce pays. Je pense que c'était une époque sanglante. Les gens étaient intimidés, effrayés par cette époque et ils ne pouvaient pas choisir leur propre voie. Et oui, évidemment, parce que société muselée, terreur, police politique, torture, charnier, purge, déportation, famine, camp, censure et propagande, on a du mal à voir pourquoi Poutine le prend comme exemple. Et pourtant, Marie Conan, il le fait. Exactement, on peut voir une sorte de résonance à Staline avec notamment des inaugurations de statues. La dernière en date, eh bien, il s'agit du buste de Staline qui a été inauguré le mois dernier lors des commémorations de la bataille de Stalingrad, commémoration auxquelles participait Vladimir Poutine. Et on remarque que peu après l'arrivée de Vladimir Poutine, on a vu de plus en plus de bustes de Staline fleurir un petit peu partout dans le pays. En 2009, la première dans cette station de métro de Moscou. À l'époque, les autorités expliquaient que l'objectif était de donner un style de l'époque stalinienne. On peut même lire sous la statue, c'est Staline qui nous a élevés dans la fidélité au peuple, qui nous a inspirés dans notre travail et nos exploits. Toujours à Moscou, en 2018, eh bien, au centre de la capitale, ce nouveau buste apparaît à l'initiative de Vladimir Poutine. Donc des statues de plus en plus nombreuses au fil des années. Un président qui va même féliciter un écrivain glorifiant Staline, Alexandre Provkanov, donc cet homme qui n'apparaît pas, mais qu'on verra plus tard. On voit que Vladimir Poutine remet bien au premier plan la figure de Staline. Mais les monuments à la gloire de Staline sont plutôt rares en Russie. Pourquoi? Qu'en pense la population? Eh bien, la population, donc c'est vrai qu'il était rare à l'époque de voir ce genre de représentation de Staline. Il incarne un régime de terreur qui a fait des millions de victimes et ça, on ne l'oublie pas. Mais d'un autre côté, Staline, c'est aussi le héros de la Seconde Guerre mondiale, le héros qui incarne la victoire soviétique sur les nazis. C'est le patriotisme et c'est ce que semble penser Vladimir Poutine et une bonne partie des Russes en témoignent ces chiffres. 70% d'entre eux avaient une bonne image de Staline en 2019, 16% seulement une image négative. Merci beaucoup Marie. Jean Radvani, 700 000 personnes exécutées rien qu'entre 1937 et 1938, 27 millions de morts soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas fait que du bien à son pays malgré tout, Staline. Non, c'est clair que c'était un dictateur sanguinaire. Et les purges staliniennes ont laissé des traces dans toutes les familles, pratiquement en Russie. Quand même, juste, pensons à Prokofiev, qui a eu le malheur de mourir le même jour, et dont la mémoire a été complètement occultée par celle du dictateur. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine, il a longtemps joué sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect, les monuments qu'on nous a montrés là, et en même temps, en 2017, il inaugure un grand mémorial pour les victimes des purges du stalinisme, à Moscou, dans le centre de Moscou, et en 2018, il inaugure un monument à Solzhenitsyn qui a dénoncé le goulag. C'est-à-dire que Poutine, il a toujours, pendant longtemps, il a joué sur les différentes facettes. Il sait bien que dans la population russe, Staline est considéré de façon complexe.
Et cependant, alors, dans ces dernières années, et depuis 2014, on a de plus en plus une décision politique d'écrire une nouvelle histoire officielle. Cette histoire officielle, elle intègre Staline comme le grand vainqueur de la grande guerre patriotique, comme disent les Russes, et à ce moment-là, on occulte tout le reste, on oublie, on le marginalise, et du coup, on interdit l'association mémoriale, qui était l'association qui, pendant des années, a lutté pour la mémoire du stalinisme, qui a recueilli la mémoire de ceux qui ont été réprimés et qui est maintenant interdite comme agent de l'étranger. Et ça, c'est significatif, parce que c'est la gloire de l'histoire officielle qui est contrôlée, qui est sous contrôle. Parce que Pierre Ménaz, ce qu'on veut faire là, c'est faire en sorte que Poutine s'attribue un peu cet esprit de grandeur qu'a imposé Staline à un moment dans la Russie. Oui, parce que je crois que la Deuxième Guerre mondiale est revenue au premier plan aujourd'hui, puisque la Russie est à nouveau, non pas dans la guerre selon Poutine, mais dans une opération militaire spéciale. Chacun sait que c'est une guerre. Donc on convoque la Grande Guerre. Staline représentait aussi, n'oublions pas qu'il n'était pas russe, donc il était géorgien, et on le surnommait le petit père des peuples, donc pas du peuple, mais des peuples. Donc il représentait une certaine association des membres de l'URSS. Et puis quand on regarde ce qu'on a appelé la déstalinisation au début, c'est-à-dire avec Khrouchtchev, un petit peu avant avec Beria, puis Khrouchtchev, on s'aperçoit qu'au fond, ce ne sont pas les crimes de Staline qui avaient été mis en avant, ou très peu, parce que si ça avait été le cas, les autres y auraient été associés. Ce qu'on avait mis en avant à l'époque, c'était deux choses. D'abord, le culte de la personnalité, et deuxièmement, le fait que Staline avait abandonné, avait laissé de côté le parti. Donc, et puis, troisièmement, aussitôt après Staline, n'oublions pas que il y a eu la dévolution à l'Ukraine de la Crimée, donc en 1954, donc, chose que Staline n'avait pas fait. Donc tous ces facteurs expliquent que, avec en plus le fait que le temps a passé et qu'on a oublié un peu, même s'ils sont commémorés, les terribles événements du passé, on se souvient d'un aspect de gloire, un petit peu de l'URSS, et puis d'autre part, d'un aspect relativement de fédération de la volonté des peuples, tel qu'on se l'imagine, évidemment, dans l'imaginaire collectif. Marina Perebenesiuk. Oui, alors ce que je voudrais dire, c'est que il serait impossible de choisir une hypothèse plutôt que l'autre, parce que l'image même de Staline, pour les pouvoir russe et pour la société russe est complexe, elle a plusieurs dimensions, et je pense que par opportunisme chacun essaye de jouer un tout petit peu sur toutes les cordes. Premièrement, comme a déjà dit mon collègue, bien entendu que vu que la propagande, l'idéologie d'État actuelle, elle est basée sur l'hystérisation de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, il est tout à fait naturel de célébrer le chef de guerre de cette époque, donc d'une certaine manière c'est une continuité logique, mais Staline c'est beaucoup plus que ça. Staline aussi, malgré le fait que bien entendu, comme tous les dirigeants russes et soviétiques, baignaient dans le luxe inouï et inimaginable pour le commun, pour un simple soviétique, Staline cultiver l'image d'une simplicité. C'est comme ça c'est avec cela qu'il est associé dans l'imaginaire collectif. Or, ces idées ont toujours été plus ou moins populaires en Russie, et ils le deviennent de plus en plus. Nous venions de parler un tout petit peu de Prigojine et de ses ambitions politiques. Eh bien, il faut écouter la communication de Yevgeny Prigojine. C'est quasiment un staliniste qui veut absolument combattre la pègre, qui veut combattre les riches, qui veut combattre les oligarques, toutes les personnes qui ne sont pas honnêtes. Et il ne se cache pas qu'il voudrait qu'il y ait des répressions. Et
c'est un discours qui peut avoir beaucoup de popularité en Russie. Donc ça aussi, c'est une certaine image d'austérité, de simplicité et des répressions qui seraient justes. Donc ça c'est un deuxième aspect. Il y a un troisième aspect. Les Russes, enfin ce n'est pas forcément un peuple. La Fédération des Russies, elle est peuplée par plus d'une centaine de peuples. Les Russes, c'est surtout une nation impériale. Et donc les Russes sont typiquement, ils acceptent, ils sont fiers de toute personnalité qui représente un épisode fort de l'histoire de l'Empire. Et Staline est nécessairement de l'un de ceux. Et c'est là où il peut y avoir une sorte de contradiction, mais il n'y en a pas en réalité. Vous voyez, pour toutes les anciennes républiques soviétiques, par exemple, Staline, il a laissé des horribles souvenirs des génocides. Mais ce n'est pas forcément un problème pour la nation impériale, puisque ces génocides ont été commis au nom de l'Empire pour que l'Empire tienne, vous voyez. Donc, ça, je ne sais pas comment interpréter ça, mais on peut comprendre que les gens qui s'identifient à l'Empire aient une image positive de ceux qui sont des constructeurs ou des figures fortes de l'Empire. On va aussi parler un petit peu d'argent, parce que pendant ce temps-là, ça a l'air d'aller économiquement en Russie. On l'a beaucoup dit, les sanctions n'ont pas nécessairement eu les effets escomptés en Russie. Le 10e train de sanctions européen devait remédier à tout ça en serrant un peu la vis, sauf que Bloomberg nous apprend que la Russie contourne les sanctions pour garantir l'approvisionnement en puces essentielles à la guerre. Gaïd Minassian, ça veut dire que Moscou trouve toujours la parade économiquement, elle arrive toujours à s'en sortir. À partir du moment où les sanctions ne sont pas internationales, au sens où sous l'égide du Conseil de sécurité, et on sait pourquoi, il y aurait le veto russe déjà, forcément, vous voyez bien quels sont les pays qui appliquent ces sanctions. Rien qu'au G20, la moitié n'applique pas les sanctions, rien qu'au G20. Donc imaginez, je crois que tous les voisins, à part bien entendu l'Ukraine et puis les pays baltes, mais tous les voisins de la Russie n'appliquent pas les sanctions, et les autres pays, notamment les grands voisins comme la Turquie, l'Iran, la Chine, encore moins, et même des pays plutôt pro-occidentaux, Israël, la Turquie, membre de l'OTAN, l'Arabie Saoudite, ils ont leur propre agenda, ils ne veulent pas participer aux sanctions. Donc contourner des sanctions me semble un peu fort comme expression à partir du moment où il n'y a qu'une minorité de pays qui les appliquent. En revanche, magouiller pour les contourner, ça c'est faire. Ils savent faire avec la Turquie notamment et l'Azerbaïdjan aussi. Effectivement, vous mentionniez la Turquie, les Émirats Arabes Unis également, c'est par là que transitent ces fameuses puces. Mais encore une fois, vous le disiez, des sanctions, elles ne s'appliquent pas partout. Ça veut dire qu'il y a une grosse hypocrisie autour de ça. Quand on n'arrête pas de faire des trains de sanctions pour espérer taper un peu plus fort, on sait très bien que de toute manière, ce sera contourné d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, même si contourné est un mot un petit peu galvaudé. Oui, en fait, il y a 34 pays qui appliquent les sanctions, qui ont décidé de sanctions. Et en effet, ce ne sont pas des sanctions décidées par le Conseil de sécurité pour les raisons qui ont été évoquées. Quand il y a eu des régimes de sanctions décidés par le Conseil de sécurité, comme pour l'Irak ou la Serbie, là on pouvait dire qu'elles étaient contournées, parce qu'elles étaient en principe obligatoires. Là, elles ne sont pas contournées, tout simplement, elles ne sont pas mises en application, mises en œuvre par certains pays. Et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Russie est un pays qui était quand même a une économie assez peu interdépendante. C'est un pays dont le PNB pour la moitié de celui de la France, qui dépendait évidemment avec une forte dépendance pour ses exportations d'hydrocarbures et par ailleurs dans le passé en matière agricole, mais qui avait eu le temps, n'oublions pas que la Russie avait eu le temps de s'y préparer. Donc, alors, elle a eu le temps de s'y préparer en matière agricole en devenant l'un des principaux exportateurs agricoles du monde, peut-être le premier dans certaines productions. Et puis sur le plan des hydrocarbures, elle a trouvé des débouchés alternatifs pour ses productions. Alors évidemment, ça n'est pas simple parce que ces débouchés, c'est essentiellement la Chine et l'Inde en raison de l'importance de leur marché. Mais évidemment, le problème, c'est que la Russie doit s'adapter en termes de prix, c'est-à-dire doit consentir des rabais importants, ce qui explique d'ailleurs la baisse des hydrocarbures. Mais au total, vous avez raison, au total, on prévoyait peut-être une récession de 5% en 2022, elle n'aura été que de 2,3%, et en 2023, on a une croissance de 0,3% qui est prévue par le FMI. Je ne parle pas de la propagande russe, c'est du FMI,
Et c'est d'ailleurs une croissance à peu près équivalente à la nôtre. Donc ça veut dire que la Russie arrive à se sortir de cette situation. D'autant que rien que pour parler du pétrole, on le sait, nous on se refuse à acheter du pétrole à la Russie, mais on en achète à l'Inde qui elle-même l'a acheté à la Russie. Donc au final, quand je parle d'hypocrisie, on tombe vraiment dedans là. Oui, Bloomberg a publié récemment des chiffres sur le prix auquel les Russes ont vendu leur propre pétrole. Et il est largement au-dessus du plafond qui fait partie des sanctions, c'est-à-dire que les Européens et les Américains ont dit il y a un plafond à $60 le baril et au-delà, plus personne ne doit acheter de pétrole russe. Or en fait, c'est pas du tout ça qui se passe, ça baisse parce que ça a baissé par rapport à des cours mondiaux qui avaient monté jusqu'à 80, 90, mais les Russes vendent leur pétrole. Alors en fait, on s'aperçoit que à certains, ils vendent à un prix qui est proche de ce plafond, mais à beaucoup d'autres, ils vendent au-dessus, et donc ils engrangent des bénéfices. Et les chiffres qu'avait donné Mme van der Leyden en disant ils perdent chaque jour ou chaque semaine je ne sais combien de centaines de millions de dollars, c'est des chiffres absolument surréalistes qui n'équivalent à rien. Et alors on se rend compte à la fois que effectivement les Russes se sont préparés. En fait, il faut bien se rendre compte que les sanctions, elles datent de 2014. C'est en 2014 que les premières sanctions ont été prises. Et donc les Russes s'y sont préparés, à la fois en prévoyant un certain nombre d'infrastructures qui leur permettent d'être plus autonomes par rapport aux gazoducs et aux oléoducs vers l'Union européenne. Ils s'y sont préparés en achetant des tankers récemment. Et il y a maintenant une flotte de tankers, alors achetés, leasing, payés à tel ou tel pays qui dispose de ces navires, et puis effectivement en ayant des relations avec les pays qui ne sanctionnent pas. Dans mon livre, je publie 2 cartes. La carte des pays qui ont voté contre l'agression à l'ONU en mars, et il y en a 141. Oui. Et puis la carte de ceux qui sanctionnent. Et ces 2 cartes sont très différentes. Parce que beaucoup de pays dénoncent l'agression, ils appellent à la fin de la guerre, mais ils ne veulent pas, pour des raisons économiques, politiques, diplomatiques, sous pression parfois, ils ne veulent pas sanctionner la Russie. Alors, je vous remercie d'avoir rappelé que la guerre, elle dure depuis 2014 et que les sanctions en cours depuis 2014 et que même, par ailleurs, s'il y a peu de pays qui sanctionnent la Russie, même ceux qui sanctionnent, je vous rappelle seulement que le pont de Kerch dans le territoire occupé de l'Ukraine a été construit avec le concours des entreprises allemandes, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire sous sanction, ou que dans les armes russes retrouvées en 2022 sur le territoire ukrainien fabriquées après 2014, nous avons trouvé par exemple des éléments fabriqués par Thales, l'entreprise française qui ne devait pas vendre ce genre de composantes à la Russie. Donc, ça fait déjà 9 ans que la Russie contourne même les sanctions, même celles qui existent, et surtout les sanctions clés, celles qui concernent la technologie et la technologie nécessaire pour l'armement. Ce qui a permis, effectivement, comme c'était déjà dit, ce qui a permis à la Russie de faire les stocks, les provisions et de fabriquer beaucoup d'armes en attendant cette invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et ce n'est absolument pas normal. Il faudrait quand même en tirer des conclusions et tirer des conclusions de ce qui se passe maintenant et peut-être éventuellement de réfléchir comment on pourrait rendre ce processus plus perfectionné, plus efficace, et comment même les sanctions... Si vous ne passez pas par le Conseil de sécurité de l'ONU... Non, mais je parle même pour les pays. Ce n'est pas par hasard que j'ai cité ces exemples de Thales ou des entreprises allemandes, parce que là, en l'occurrence, Thales, il devait quand même rien vendre à la Russie, et Thales, vu ce que Thales fabrique, ils doivent s'assurer de bénéficiaires finales de leur production. Enfin, c'est la nature de l'entreprise qui est telle. Et pourtant... Les sanctions de 2014 n'ont rien à voir avec le train de sanctions depuis février 2022. C'est rien. Les sanctions de 2014, c'est 3 fois. Oui, non, mais c'est le fait que... Comme à l'époque déjà, même les pays qui les appliquent, ils n'ont pas fait assez pour vérifier à ce que ça soit efficace. Non, ce que je veux souligner, c'est que même les pays qui les appliquaient, pour un certain nombre de produits restreints, n'ont pas fait le nécessaire pour s'assurer à ce que ça soit véritablement efficace et qu'il fallait le faire, mais qu'on ne l'a pas fait jusqu'à quasiment 2022.
il est de même pour les sanctions d'aujourd'hui, mais que déjà qu'on puisse, par exemple, réfléchir et trouver des mécanismes pour celles qui existent. Ne serait-ce que pour les pays concernés, déjà, pour commencer. En tout cas, l'Ukraine, elle essaye un petit peu de se payer sur la bête, j'ai envie de dire, puisqu'elle utilisera 460 millions de dollars d'actifs russes, ceux qui ont été confisqués, pour la reconstruction. C'est presque un demi-milliard. C'est de bonne guerre quand même, on est d'accord, Gaël Dimination? Bah oui, pas grand chose à dire là, effectivement. Il y a sur les 200 milliards, 600 milliards d'ailleurs, que sont censés représenter les reconstructions totales en Ukraine, si bien sûr la guerre devait s'arrêter. Oui, je veux dire, pardon, vas-y. Non, vas-y. C'est très compliqué en même temps. Alors, il y a des avoirs qui sont mobilisables de ce qui a été gelé par les Occidentaux. Et en même temps, ça pose deux problèmes. D'abord, il y a un problème juridique. Jusqu'à quel point on peut effectivement saisir des investissements ou des achats dans des banques occidentales faits par les Russes avant 2014 ou avant 2022. Ça, il y a un problème juridique. Il y a un deuxième problème, c'est l'exemple que ça donne aux autres. C'est-à-dire, si on veut que les Indiens, les Chinois, les pays d'Afrique, d'Amérique latine désinvestissent du dollar et des banques occidentales, c'est le meilleur moyen. Parce que et de ce point de vue-là, on change de guerre. C'est la guerre mondiale qui n'est pas une guerre par les armes, mais qui va être une guerre économique. Et le problème du rôle du dollar dans cette affaire va être de plus en plus crucial. Et on voit déjà l'Arabie Saoudite qui vend du pétrole en yuan ou d'autres exemples de ce genre. Donc ça, c'est un enjeu très important. Il nous reste 15 secondes. Oui, alors si vous permettez, je ne crains pas le désintéressement de pays africains, de Moyen-Orient ou de pays émergents dans le système financier européen ou américain, pour une bonne et simple raison. Ces gens-là préfèrent ce pays parce qu'il y a l'arrêt rule of law en Europe ou aux États-Unis, et on sait justement que ça ne sera pas confisqué, par exemple, comme ça peut être le cas dans des pays où la démocratie n'est pas à ce niveau que chez nous. Vous connaissez la petite musique, ça veut dire que c'est terminé. Oui, voilà, donc Merci. Vous avez été très concis, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été nos invités cet après-midi. Dans un instant, vous retrouvez Marie-Aline Mélini pour le club, son invité Jean-François Boutor, spécialiste de la Russie. Très bon après-midi sur LCI.